Donc, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Mathieu Menet. Je suis le co-responsable de la fonction renforcement des capacités du Réseau 1 Québec. Puis, au nom du Réseau 1, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter une bonne année et le bienvenue à notre premier webinaire de 2017. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Couturier, qui est le directeur scientifique du réseau, qui nous présentera les résultats de l'évaluation mi-parcours du réseau 1 et d'autres réflexions. Avant de commencer la présentation, je veux tout d'abord vous rappeler de quelques petites consignes. Donc, cette séance est enregistrée et sera conservée dans la bibliothèque de présentation du réseau 1 que vous pouvez consulter sur le site web du réseau 1. Donc, on vous invite à fermer vos micros afin de favoriser l'enregistrement et la qualité sonore du webinaire. Puis à la fin de la présentation, une fois que Yves a terminé, vous pouvez poser des questions et on vous invite de le faire de deux manières. Donc, vous pouvez lever votre main, cliquer sur ce icône-là, puis on vous va donner la parole de poser vos questions oralement. Puis sinon, à tout moment pendant le webinaire, vous pouvez écrire votre question dans la boîte à questions. Puis, je vais prendre le temps de lire ces questions-là, de les poser à Yves à la fin de ce webinaire. Puis si jamais on manque de temps pour répondre à toutes vos questions, là, vous pouvez écrire à Sabrina Guébélanger ou à Daniel Schummer, puis on va faire suivre votre question directement à Yves. Donc, notre invité aujourd'hui est Yves Couturier. C'est le directeur scientifique du Réseau 1, Québec maintenant. Il est professeur à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke. Il va vous présenter sa personne un peu plus tard dans le webinaire aussi, donc je vais lui laisser cette chance-là. Donc, bienvenue à tous. Sans plus tarder, on va prendre une minute juste pour changer de présentateur et je céderai la parole à Yves. Mais bonne conférence, merci. Alors, bonjour à tous et toutes. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, je dois dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt. La présentation d'aujourd'hui est une présentation qui est peut-être moins scientifique que ce qu'on fait d'habitude. C'est une présentation qui a pour visée de vous informer d'un ensemble de nouveautés qui concernent la vie organisationnelle du réseau 1. Donc, une de ces nouveautés-là, c'est l'évaluation de mi-parcours qui a été produite et je vais donc la présenter très, très succinctement. Je vais vous informer de quelques changements organisationnels qui vont peut-être vous intéresser, en tout cas je l'espère, et vous donner l'occasion de participer aux discussions stratégiques sur le positionnement ou la réflexion qu'on mène actuellement sur le positionnement du réseau 1 dans l'environnement qui est le nôtre. Alors, d'abord quelques rappels. Une première nouvelle qui concerne la direction scientifique. Je vais parler de l'évaluation mi-parcours et par la suite, quelques nouvelles plus ponctuelles. Alors, pour faire ça, d'abord, il me semblait être important de faire quelques rappels, notamment relatifs à la mission. On est un regroupement de chercheurs, de cliniciens, de praticiens, de patients et de gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins de services et services intégrés de première ligne au Québec. Cette mission-là s'appuie sur une raison d'être qui est une valeur centrale à ce qu'on fait, qui consiste à contribuer à la hauteur de nos moyens, à diminuer l'écart entre la recherche et les milieux cliniques de première ligne. Une première ligne vaste qui va au-delà de la première ligne médicale. Notre but ultime, c'est de soutenir, de favoriser l'enracinement d'une culture collaborative et imbriquée dans la recherche et qui lie la recherche aux besoins de la première ligne en termes de soins et de services. Et tout ça à travers une préoccupation plus importante que pour d'autres réseaux à l'application des connaissances. Alors, je ne vais pas tout détailler, évidemment, il y a une part de ce que je présente aujourd'hui qui est assez bien connue. Mais j'attire votre attention sur en termes de résultats attendus. On veut qu'il y ait des transformations en termes de culture collaborative autour de la recherche. On veut à la fois générer et appliquer des connaissances, je l'ai évoqué précédemment. Et tout ça, ça s'incarne, ça s'effectue concrètement à travers
notamment, pas seulement, mais beaucoup à travers notre capacité de fédérer et de soutenir les rappels. Je vais tout à l'heure présenter les principaux leaders de ces rappels. Alors, d'abord, une première nouvelle. Bon, c'est une vieille nouvelle déjà, là, depuis le 1er novembre, c'est moi qui prends la direction scientifique du réseau 1. J'étais auparavant, depuis 2 ans, directeur scientifique adjoint. Donc, je suis effectivement professeur titulaire en travail social de l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis une des conditions favorables à l'élargissement d'une conception de première ligne à l'ensemble des acteurs, pas seulement les acteurs médicaux. Je suis l'heureux titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les pratiques professionnelles d'intégration de services en gérontologie. Donc, je m'intéresse à l'organisation des services autour des personnes âgées. Je suis l'évolution, par exemple, de l'implantation des dispositifs d'intégration de services depuis déjà une quinzaine d'années sur différents territoires québécois, en France aussi. J'ai une approche que je dirais sociologique des pratiques professionnelles et des organisations de santé à travers des objets concrets que sont la collaboration interprofessionnelle, les pratiques de coordination, la gestion de cas, l'intervention pivot, etc. Tout ça appliqué aux soins et services de première ligne. Mes compétences s'ancrent du côté des méthodologies qualitatives. Alors, comme on dit, personne n'est parfait, mais ces contributions-là, je les fais de bon cœur. Tout ce travail-là, à la direction scientifique, se fait évidemment encore avec l'appui de Jenny Haggerty, qui était la directrice scientifique précédente. Elle demeure très engagée encore pour au moins 1 an ou 2, on verra pour la suite des choses, à titre de directrice scientifique adjointe. C'est une condition très favorable pour qu'il y ait une continuité entre les deux directions. Et comme elle a un très, très bon réseau pan-canadien et international, elle va poursuivre son travail de responsable du volet ISPLI. Donc, c'est l'antenne québécoise des réseaux canadiens sur la première ligne. Je vais évidemment continuer à suivre ce dossier-là de près, mais c'est Jenny qui va assumer le leadership sur ce volet-là. C'est l'occasion aussi, j'ai déjà fait lors de l'Assemblée générale, de souligner l'importante contribution qu'a fait et que continue de faire Jenny Haggerty pour la mise en place de ce réseau-là, qui est un réseau innovateur. Donc, il faut à chaque fois inventer des façons de faire. Et son expérience et son dynamisme et sa compétence nous sont très, très précieux aujourd'hui et demain. Donc, elle en soit remerciée ici. Alors, quelques petits constats relatifs à cette grande nouvelle-là, qui est donc le changement de gouvernance. La transition se fait en douceur. On pensait que c'était important, cette transition douceur-là, pour une organisation jeune comme la nôtre, avec un principe de continuité qui est très, très fort. Encore une fois, c'est utile pour une organisation qui est jeune, avec une stabilité importante dans le comité de direction d'ici juin. Il y a cependant plusieurs personnes qui ont annoncé qu'ils voulaient aller vers d'autres défis, ce qui fait qu'il y aura des postes qui vont se libérer au comité de direction à partir de l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu en juin prochain à McGill. Donc, si jamais il y a des bonnes volontés de l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas à nous faire signe, ça nous fera plaisir de discuter avec vous pour voir comment on peut vous soutenir et peut-être vous donner une place dans l'équipe de manière plus engagée. C'est aussi l'occasion de remercier, on le fera plus en profondeur lors de l'Assemblée générale, mais l'équipe de direction est très engagée, très volontaire, donc je remercie tous ces gens-là pour leur contribution très importante. Maintenant, cette première nouvelle-là évoquée, je vais vous parler maintenant de l'évaluation mi-parcours. Alors, c'est une évaluation qui est statutaire au FRQS, donc il faut la faire, on l'a fait. Shandy et Daniel ont travaillé très, très fort pour monter ce dossier-là avec Jenny et moi. Donc, quelques éléments de bilan sur les quelques années de vécu de notre organisation. Eh bien, notre travail a été marqué par le soutien au développement de 2 nouveaux rappels. Donc, aujourd'hui, on couvre les 4
RUIS, les 4 facultés de médecine, et on regroupe 44 des 48 du UMF au Québec. Donc, on a une bonne couverture du terrain québécois. Et on a offert aux personnels, aux gens impliqués, engagés dans les rappels, toutes sortes de formations, comme celle qui est à l'écran, de façon à augmenter, soutenir, renforcer leur capacité à faire leur travail. En fait, vous allez le voir, l'entendre tout au long de la présentation, le réseau 1, en tout cas pour 17-18, veut mettre beaucoup d'efforts au soutien des rappels. On pense que c'est une des conditions gagnantes pour les prochaines années pour le travail de renforcement de la première ligne auquel nous sommes tous conviés. Donc, des formations, un travail pas quotidien, mais très soutenu, continu avec l'ensemble de nos acteurs, des appuis financiers pour permettre aux membres des acteurs porteurs des rappels de participer au congrès, par exemple, des PBRN. Donc, c'est des réseaux de recherche centrés sur les pratiques. C'est un des modèles qui inspire la création des rappels au Québec, bon, etc. En termes communicationnels, collaboratifs, on a implanté un outil partage qui permet actuellement à 16 comités d'être actifs à travers cette plateforme-là, une 50aine de personnes qui utilisent de manière soutenue cet outil-là. Alors, éventuellement, si vous avez des besoins, c'est un bien commun qu'on peut mettre à votre disposition. Et à ce propos, vous pouvez en discuter avec Daniel Schremer qui pourra soutenir votre réflexion sur ce dossier-là. Évidemment, une de nos contributions importantes, c'est de soutenir le développement de bonnes idées de recherche. Alors, depuis 2013, nous avons soutenu 16 projets à hauteur de 25 000 $ pour chacun. C'est un plafond. On ne peut pas aller au-delà de ça selon les règles de notre bailleur de fonds qui est la FRQS. Mais on fait plus que ça. Hein. On veut faire autre chose que simplement distribuer du seed money. À chaque fois, ces projets-là sont soutenus par une équipe d'accompagnateurs. C'est un accompagnement qui évolue dans le temps, d'une année sur l'autre. Et non seulement on a offert cet accompagnement-là aux équipes, mais on a aussi étudié notre capacité, notre performance à l'accompagnement de façon à nous améliorer. En fait, on voit que le mot recherche est toujours associé au mot connaissance dans les travaux que mène le réseau 1. Nous avons été aussi reconnus en 2014 la composante québécoise du réseau canadien de recherche axée sur le patient et sur les innovations de santé en première ligne au Québec. Donc, le petit nom pour nous, là, c'est l'ISPLI. Ça nous a permis aussi de soutenir l'émergence d'équipes de recherche qui avaient des intérêts sur les objets concernés à l'échelle canadienne, mais basés au Québec. Et on a eu un très, très beau taux de succès. De mémoire, les 3 demandes québécoises ont été financées. Donc, 3 sur 3, c'est évidemment un très, très bon succès. Dernier élément à ce propos, le réseau 1, dans la fenêtre observée là, pour l'évaluation du parcours, a eu un effet de levier pour plus de 3 millions de $ en fonds de recherche provenant de fonds réguliers, nationaux, les RSC, etc. C'est un effet important qui nous est cher, mais ce n'est pas le seul effet qu'on recherche. Notre travail vise vraiment à lier recherche et connaissance, d'où notre travail de faire un peu plus que de lever des fonds. On veut aussi donc augmenter la capacité des acteurs à faire ce travail-là. Évidemment, vous l'expérimentez aujourd'hui, toute une série de webinaires, un site web qui est visionné par plusieurs personnes, un bulletin mensuel qui rejoint aujourd'hui 560 personnes et je ne suis pas tellement à la mode, là, un compte Twitter. Alors, je ne suis pas membre du compte Twitter, mais il y a 280 personnes qui sont abonnées à ce compte-là et un compte YouTube qui permet de
de mettre à votre disposition les webinaires certifiés qui peuvent avoir une vie plus longue que les séminaires plus organisationnels comme celui d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de monde qui circule autour du réseau 1. Hein, vous vous rappelez, dans une des premières diapos que j'ai présentées, on a affirmé qu'on était un réseau qui réunissait plusieurs acteurs de différentes natures, donc des chercheurs, des praticiens-chercheurs, des cliniciens, des proches et des patients partenaires, des gestionnaires, des décideurs, des gens qui ont des statuts hybrides, des gens qui ont des statuts qui ne rentrent pas dans les cases telles que prévues par le tableau ici présenté. Et aussi, on s'en est rendu compte 2 minutes avant la présentation, donc il était trop tard pour changer ça. Il y a une centaine de membres étudiants qui sont donc actifs dans notre réseau. Je pense qu'à cet égard, on peut dire qu'on a atteint cette intention-là. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'animer ces liens-là et de les pousser évidemment plus loin. On a fait de la formation qui sont accessibles sous forme de webinaires qui ont été donc captés, enregistrés. On a offert du soutien en termes de formation, de coaching avec des formateurs. Et il y en a d'autres qui s'en viennent, notamment pour la thématique du patient partenaire. Bon, des séminaires qui ont regroupé pour l'année concernée les années concernées par notre fenêtre d'observation, notre fenêtre d'évaluation, 350 personnes, ce qui est bon à mon humble avis. On a aussi, l'année passée et l'année qui s'en vient, accueilli et soutenu financièrement une activité de formation qui est très, très ambitieuse, Tutor PHC, qui a permis d'attirer au Québec des gens de partout au Canada. C'est la relève la plus prometteuse hein, qui est soutenue par cette activité-là, donc on est très fiers de ça. On a aussi fait, puis il y a eu un webinaire qui a porté là-dessus, un scan environnemental des innovations en première ligne. Je le rappelle maintenant parce que c'est une banque de données qui regroupe un grand nombre d'innovations avec de l'information classée dans un tableau qui vous permet d'extraire, de faire des requêtes, des demandes d'information. Et donc, c'est une banque de bonnes idées, c'est une banque de contacts qui est accessible sur le site web du réseau 1. Donc, je vous invite à épuiser. Il y a encore plein de bonnes idées qu'on peut faire circuler grâce à ce scan environnemental-là. Ça, c'était les grands contenus qu'on a présentés pour l'évaluation du parcours et qui vont nous permettre de voir la progression de notre réseau collectif au cours des prochaines années. Maintenant, je vais vers d'autres types d'informations plus internes à l'organisation. Mais avant de faire ça, je vous donne quelques petites informations. En fait, vous l'expérimentez comme nous. Il y a au Québec beaucoup de fatigue à la réforme. La réforme de 2015 est extrêmement importante. La menace de la loi 20 sur le monde médical est aussi très importante et elle crée une condition qui n'est pas toujours facile. Vous allez voir pourquoi j'évoque ça d'entrée de jeu tout à l'heure. Ça nous permet de fonder notre réflexion sur le positionnement du réseau 1. Il y a aussi beaucoup de structures qui ont été créées depuis 3-4 ans, des structures que vous connaissez, qui sont de nos partenaires, nos amis, l'unité de soutien des 2 instituts universitaires de recherche en première ligne, le réseau 1 évidemment, qui portent sur un objet commun, avec des intentions, en partie commun en tout cas, avec des intentions en partie différentes, mais avec des valeurs communes, avec des principes communs, par exemple, tout un chacun, on veut qu'il y ait de la place pour les patients partenaires, les usagers partenaires, dans la définition des projets, etc. Donc, c'est un élément de contexte qu'on a tenu compte dans notre réflexion sur le positionnement stratégique du réseau 1. On pense aussi que courant 2017, courant 2018, il y aura des projets québécois de recherche ou de transformation qui auront un effet structurant sur la première ligne
Et le réseau 1 doit pouvoir contribuer à soutenir ces grands projets-là. Pas tous, bien entendu, mais on pense qu'on est une condition favorable pour le développement, par exemple, à titre d'exemple, des dispositifs qui vont soutenir le déploiement des approches dites réflexives dans les GMF, les UMF du Québec. Dernier élément de contexte, on peut dire qu'une montée en puissance des activités du réseau 1 Québec. Alors, il fallait innover, il fallait implanter, il fallait définir, il fallait mettre à l'épreuve. Et on peut espérer qu'on est au bout de la période de créativité. Et là, on espère que 2017, 2018, 2019 seront des années où on va connaître une certaine routinisation. Là, je sais qu'en recherche, c'est un mot qui n'est pas toujours facile d'employer, là, tout bouge tout le temps. Mais on espère en tout cas que les processus internes soient plus stables pour les prochaines années. Et donc, ça nous permettra de dégager du temps de travail pour faire des développements. Donc, dans ce contexte-là, la réflexion qu'on a menée au comité de direction autour d'un certain repositionnement du réseau 1 peut se résumer à travers ces grandes idées-là. En fait, on veut se concentrer sur notre cœur de mission. Le réseau 1 ne fera pas tout pour la première ligne, il n'a pas les moyens, il n'a pas cette prétention-là. Il y a d'autres acteurs qui ont une contribution importante, donc on va respecter le travail des uns des autres. Et pour ce faire, on veut davantage nous coller sur les besoins de nos membres. Donc, lorsqu'on vous envoie des sondages, on vous invite à y répondre. C'est une source d'information très précieuse pour nous, pour la suite des choses. On veut aussi se positionner comme acteur central dans la concertation des ressources au Québec de première ligne. J'ai évoqué tout à l'heure des partenaires. Hein, donc, on espère être un acteur qui, on pense que c'est dans la nature d'un réseau que de jouer un rôle central dans la concertation de ces acteurs-là. On veut, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, savoir que l'année 2017-2018 va être très importante pour la première ligne. Dans un contexte où la première ligne est épuisée, on veut prioriser, l'accentuer, poursuivre notre travail, mais accentuer ce travail-là en termes de soutien au rappel. Et donc, dès les prochaines semaines, prochains mois, on va travailler de près avec les rappels. Plus de moyens vont être à leur disposition. On va développer des outils pour accompagner leur travail, dans le respect de leur autonomie, bien entendu. On est là pour les aider, pas pour les décider pour eux, bien entendu. Mais c'est vraiment notre cœur de mission, notre chantier prioritaire pour l'année 2017-2018, c'est celui-là. Parce qu'on pense que tous les efforts qui sont mis en infrastructure de recherche au Québec seront fragilisés si on ne réussit pas à travers les rappels à agir, à rejoindre concrètement les GMF, les UMF du Québec. Dans un contexte où elles sont sous tension, elles sont sous le regard de beaucoup d'acteurs importants au Québec depuis 6 mois, 1 an. Et dernier élément, profiter de la stabilité organisationnelle pour raffiner nos processus, les stabiliser, notamment par exemple autour des appels à projets. Alors, je ne vous annonce pas qu'il n'y aura pas d'innovation, de changement, mais je vous annonce que face à un changement éventuel, potentiel, on va tenter de le faire en douceur et dans la continuité de ce qui s'est fait dans le passé. Alors, quelques petites nouvelles concrètes. Alors, vous avez vu que je suis rattaché à l'Université de Sherbrooke et donc les règles formelles sont ainsi faites qu'il a fallu organiser un déménagement de l'équipe de permanente de McGill, en fait, du centre de recherche St. Mary's, qui nous a accueillis avec beaucoup de qualité. On est très heureux de notre passage là. Donc, si on quitte St. Mary's, ce n'est pas parce qu'on n'était pas bien, c'est parce qu'il faut bouger. Et donc, on a bougé. En fait, quand je dis on va, là, on a, c'est-à-dire, c'est tout récent, le déménagement, c'est le 9 janvier dernier. Donc, pour le dire autrement, il y a encore des boîtes à défaire, il y a encore des petits détails à organiser. Le gros du travail est fait. Donc, on a déménagé au 12e étage
de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. On est très proche de nos amis de Charlemagne avec lesquels on veut développer des collaborations éventuelles, des rapprochements. Ce travail-là, donc, de déménagement est presque accompli. Il y a eu un petit trou d'air cette semaine. Il y a peut-être des courriels qui tardent à être répondus, là, mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire très bientôt. Shandy Miller, notre directrice des opérations. Danielle Schremer, qui est une coordonnatrice. Alizé Veiz, qui est adjointe administrative. C'est des gens qui sont là depuis, pour les deux premières en tout cas, depuis quelques années. Et c'était tout à fait une condition essentielle de continuité de garder cette mémoire vivante de l'organisation. Donc, elles nous sont très, très, très précieuses. Et c'est dans mes mandats personnels, si je peux dire, que de bien m'occuper de ces trois personnes-là parce que le réseau 1, c'est tout le monde qui est au bout de l'antenne aujourd'hui. Et c'est aussi beaucoup, beaucoup ces trois personnes permanentes. Alors, dans les rappels, pour McGill, Jenny Haggerty, qui est encore, elle est omniprésente, elle est très présente, très active. Elle est maintenant directrice scientifique du rappel McGill, avec Karim Skirej, qui est coordonnateur. Pour Laval, France Légaré, qui est directrice scientifique. Isabelle Sanson, qui est directrice clinique, et Sabrina Gué-Bélanger, qui est coordonnatrice, et qui joue un rôle important dans l'efficacité des webinaires. Là, peut-être que vous ne la voyez pas, mais elle est en soutien technique pour les webinaires. Pour le rappel de Sherbrooke, Marie-Claude Beaulieu, qui est directrice, et Mireille Luc, qui est coordonnatrice. Pour l'Université de Montréal, Marie-Thérèse Lucier, qui est directrice, qui est aussi membre du comité de direction du réseau 1. Fatoumata Binta Diallo, qui est coordonnatrice. Donc, je remercie très chaleureusement tout ce monde-là. On a besoin de vous pour être efficace dans notre travail. On travaille en grande partie pour votre service, donc nos liens nous sont très précieux. Alors voilà, on est rendu à la période de questions. C'est marqué questions, mais c'est aussi commentaires. Hein? Donc, si vous avez un avis à nous transmettre sur le positionnement stratégique du réseau 1, c'est le bon temps de le faire. Donc, j'ai terminé ma présentation. Merci Yves pour cette présentation, c'était fort intéressant. Donc, c'est la période des questions. Et je vais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions de deux manières. Donc, ici, c'est vraiment une bonne occasion, étant donné qu'on a beaucoup de temps, que ce soit un peu comme un forum pour vous de poser vos questions oralement. Donc, vous pouvez faire cela en cliquant l'icône « Levez votre main ». Puis, c'est Sabrina qui va vous donner la parole, puis vous allez pouvoir poser votre question oralement. Mais sinon, vous pouvez aussi poser votre question par écrit dans la boîte de questions, puis je vais poser la question directement à Yves. Je vois qu'il y a déjà une question ici, je crois. Oui, donc Yves, ça c'est une question qui vient de Carrie-Anne McGinn. Donc, merci Yves. Quel est le rôle concret en termes d'application des connaissances que le Réseau 1 Québec veut se donner? Oui. On a beaucoup travaillé depuis un an ou deux, puis on veut continuer là-dessus à court terme, à transférer des connaissances, notamment à travers les rappels, autour de leur capacité à accompagner le changement dans les acteurs de terrain que sont les GMF et les UMF. On a imbriqué à la plupart de nos processus une capacité à tirer des leçons et à porter le travail, les leçons vers les acteurs concernés, ceux qui peuvent utiliser de manière intelligente nos actions. Actuellement, avec l'unité soutien, on va commencer bientôt, ce n'est pas encore enclenché, mais en partenariat très étroit avec l'unité soutien, on veut développer des outils pour et par le travail des rappels et qui auront une composante importante de transfert des connaissances. Donc, pour chacune de nos opérations, on intègre la question du transfert de connaissances. Cela dit, l'unité soutien a tout un pôle, évidemment, dédié à cette composante-là, une composante dédiée à cette thématique-là. Et probablement que dans les prochains mois, les prochaines années, on devra bien s'assurer
qu'il n'y ait pas trop d'abord de dédoublement, qu'il n'y ait pas trop de chevauchement et qu'on travaille de manière très étroite avec les spécialistes de cette question-là dans l'unité soutien. Okay, parfait. Donc là, je veux juste préciser que ça, c'est une question de Patrick Archambault et non pas Carrie Megan. Donc, c'est Patrick qui utilise un compte de Carrie. Il y avait une question de suivi. Je ne sais pas si Patrick, si vous avez accès à un micro dans votre ordinateur, là, mais est-ce que vous pouvez poser votre question oralement? Comme ça vous pouvez faire, oui, parfait. Donc, on va vous donner la parole. Là. Sabrina, est-ce que vous donnez la parole à Patrick? Oui, bonjour Yves. Bonjour. Vraiment, merci beaucoup de la présentation, de cette mise à jour qui m'aide à mieux comprendre. Mais en fait, la question, c'était quand on parle d'outils que le réseau 1 veut mettre de l'avant pour supporter l'application des connaissances au sein des rappels, à quel outil on fait référence au juste? Oui, OK, je comprends mieux la question. Alors, je vais y répondre de deux manières. C'est des outils internes, par exemple, des indicateurs de performance qui tiennent mieux compte du transfert de connaissances. Ça pourrait être, par exemple, des outils qui guident la pratique de l'accompagnement de la recherche en contexte de GNF, etc. Mais tout ça, c'est à développer, notamment avec Mme Leblanc de l'unité soutien. La deuxième composante, ou le deuxième aspect de ta question, Patrick, peut-être concerne l'outil partage. Et j'ai évoqué tout à l'heure que l'outil partage existe. Il y a des équipes qui l'emploient, une cinquantaine de personnes qui l'emploient, mais pour l'instant, c'est un outil qui est sous-employé. Et probablement qu'au cours des prochains mois, il y aura une réflexion sur est-ce qu'on a des bonnes stratégies avec, est-ce que c'est le bon outil, c'est le bon vecteur de collaboration? Est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Est-ce qu'on peut accompagner l'usage de cet outil-là pour mieux soutenir et la collaboration et le transfert de connaissances? Et peut-être que pour ce thème-là, que ta compétence nous serait précieuse. Pas peut-être, ta compétence nous sera précieuse si tu as un peu de temps pour collaborer sur ce thème-là. C'est certain que je serais très intéressé en effet, puis je l'ai toujours été avec la mise en place de la plateforme partage. Donc oui, tout à fait. En fait, la question est aussi un peu informée, me permet un peu de guider parce qu'on veut faire un sondage avec les membres du réseau 1, puis je me permets d'en parler maintenant parce qu'on va vouloir, en collaboration avec l'unité soutien et l'INES, et le réseau 1, évidemment, là, en collaboration avec Jenny Hergety et Daniel Schirmer, on est en train de concevoir un sondage qu'on veut distribuer aux membres du réseau 1 pour identifier le type d'outils de connaissances que les membres du réseau 1 veulent utiliser et voudraient utiliser, peut-être dans le monde idéal, pour justement être capable de mieux définir nos besoins au sein du réseau 1. Donc, mais ça n'a pas de lien nécessairement avec l'outil partage comme tel, mais c'est vraiment en termes d'outils de connaissances. Et j'avais encore beaucoup de difficultés à comprendre le rôle que Réseau 1 veut se donner par rapport à l'unité soutien, puis par rapport à l'INES. Ça a été peut-être un peu plus clarifié par Jenny récemment, mais il me reste encore un flou par rapport à la conception de guides de pratique ou de protocoles de soins. Puis est-ce qu'on est dans ce monde-là dans Réseau 1 ou on est plus dans le soutien à la recherche? Donc, c'était plus par rapport à ça que j'ai encore un peu d'interrogation. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que les membres du Réseau 1 voudraient avoir comme outil. Oui. Tout à l'heure, j'ai employé le terme cœur de mission. Est-ce que c'est au cœur de la mission du Réseau 1 que de produire des guides de pratique qui seront forcément moins riches que ce que l'INES va faire? Je pense que la réponse est non. Par contre, ce qui est au cœur de la mission, le cœur le plus dur, le plus central, c'est probablement que de vous aider, par exemple, à rejoindre nos membres pour que leur point de vue soit répercuté dans la réflexion sur la production des outils cliniques. Donc,
pour moi, c'est au cœur de la mission d'un réseau que de permettre la circulation de ce genre de questionnaire-là, de sondage-là, pour que le point de vue des membres remonte là où il doit remonter. Après, il faut que ça se fasse dans l'ordre, puis pas de manière désordonnée, puis il y aura des règles pour... mais sur le fond des choses, je t'assure de notre bonne volonté dans ce projet-là. Parfait, mais merci beaucoup. Merci pour ces questions, Patrick. Là, je vois une autre main qui est levée. C'est Marie-Claude Beaulieu qui a sa main levée depuis un temps. Est-ce qu'on peut lui donner la parole, Sabrina, s'il vous plaît? Oui. Bien, bonjour, c'est Marie-Claude Beaulieu à Sherbrooke. Merci beaucoup, Yves, pour cette présentation. De fait, c'est très clair, puis c'est le fun de voir le chemin parcouru, ce que vous avez donné pour évaluation mi-session, puis là, les pistes de réflexion, tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant puis stimulant. Je veux juste voir avec toi, on a parlé aussi du transfert des connaissances tout à l'heure. Je pense que quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est vraiment les projets lauréats. On a vu qu'on a quand même financé 16, là. Je pense que c'est une bonne idée de leur trouver une place vraiment quasiment de façon régulière à nos journées scientifiques pour qu'il y ait une tribune là, pour pouvoir justement transmettre leurs données, tout ça. Puis l'autre chose que je me questionnais, c'était un peu en rapport avec les projets de résidents. On en a parlé dans nos conférences de directeurs de rappel, parce que là aussi, il y a des belles choses qui se font, les résidents qui gagnent les prix lauréats, puis essayer d'avoir... En tout cas, d'intégrer ça aussi là, au niveau du transfert des connaissances. Alors, je ne sais pas comment on peut faire ça. Puis mon dernier petit point, c'était aussi naturellement à cause de mon autre chapeau avec l'Institut universitaire, voir les collaborations entre le Réseau 1 Québec. On a parlé on avait même parlé de l'INES tout à l'heure, de l'INTU-Soutien, puis aussi de l'Institut universitaire, parce que de fait, il y a des choses qui se recoupent un peu, puis je suis bien d'accord pour ne pas dédoubler. Voilà. Oui. On s'entend très bien sur tous les points que tu as nommés. On est sur le même ton tous les deux. C'est effectivement une priorité que de bien... Puis il y a un lien avec la question précédente aussi. C'est à la fois de bien identifier notre corps de métier, notre corps de mission, et de s'articuler avec nos partenaires proches. Puis ça, on le fait au quotidien. Et concernant les lauréats, les subventions qu'on a données ou les reconnaissances qu'on a données, ça demeure évidemment au cœur de notre mission, dans ce sens précis qu'on ne fait pas que ça. Il faut attacher ces projets-là à du transfert de connaissances, aux valeurs, aux principes du patient partenaire, etc. Donc, c'est toujours... ça nous distingue des autres réseaux, si je peux dire, parce que tous les réseaux font du seed money, et nous, c'est un seed money enrichi. Jenny Agotti parle d'une recherche 3.0. Donc, il faut qu'on garde le cap là-dessus. Peut-être qu'on peut juste avoir un peu de discussion, puis Marc-Claude, si vous restez en ligne, peut-être parler un peu de la culture de recherche, puis de la pression de la recherche des résidents, surtout les résidents en médecine familiale, dans les UMF et autres. Il y en a des résidents qui font des projets super en recherche, des projets pendant leur résidence, mais en même temps, c'est parfois difficile pour eux, ils n'ont pas beaucoup de soutien. Quel est le rôle de l'unité soutien du Réseau 1 Québec, puis aussi des autres partenaires à soutenir ces étudiants-là, approprier une certaine culture de la recherche, puis favoriser un peu certaines pratiques de recherche chez eux, rendre la chose un peu plus facile, puis aussi agréable et le fun. Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui trouvent que faire la recherche, c'est vraiment amusant, agréable. On fait ça en équipe, c'est très le fun. Donc, comment est-ce qu'on peut partager un peu cet enthousiasme avec les résidents? Bien, ce que je pourrais dire, c'est peut-être pour justement, là, depuis qu'on a donné les petits prix de rappel, là, qui étaient comme, c'est pas beaucoup, là, je pense que c'était 3 000 $ par département, par programme là, de médecine de famille, ça a quand même stimulé un peu les résidents. Mais déjà, ils faisaient des projets de recherche ou d'évaluation de l'acte, tout ça. Il y a des choses, on le voit d'année en année, les projets sont de plus en plus
poussé. Puis de plus en plus, il y a de projets de recherche aussi. Alors, je pense que c'est le réseau 1 a également, puis les rappels ont également, je pense, contribué à donner de l'intérêt à certains cliniciens dans nos UMR qui faisaient un peu d'enseignement de la recherche, tout ça, mais là, de peut-être plus collaborer avec des chercheurs qui sont dans certaines UMR pour faire des projets. Alors, je pense que tout ce réseautage-là qu'on fait depuis quelques années, c'est ce qui aide beaucoup puis qui a donné un petit peu la fibre. On le voit dans nos 4 programmes de cliniciens érudits aussi, pas juste en médecine de famille, mais quand même ceux qui font une 3e année en recherche, bien, on est encore plein cette année partout, là, McGill, Montréal, Laval et puis Sherbrooke, puis on a dû refuser des gens. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de momentum, il y a quelque chose qui se passe, là, donc il ne faut pas qu'on perde ça. Super, excellent. Voulez-vous réagir à ça, Yves? Non, simplement ajouter que pour moi, une des conditions qui est favorable à moyen terme sur cette question-là, c'est de garder la valeur PBRN de projets qui montent des milieux pratiques et qui vont à la rencontre des chercheurs. C'est dans ce mouvement ascendant-là, on va pouvoir reconnaître des besoins qui émergent aussi de la pratique des résidents. Super. Merci pour ces réflexions, Marc-Claude. Donc, là, Yves, il y a une autre question de Karim Skirej. Karim qui a présenté en décembre. Karim, est-ce que vous voulez poser votre question oralement? Je pourrais le poser en écrit, là. Oh, il n'y a pas de micro. Parfait. Donc, là, je vais poser la question à vous, Yves. Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez déjà des pistes de réflexion pour l'élargissement des types d'acteurs praticiens à impliquer. Donc, par exemple, les travailleurs sociaux, hein, les infirmières, les pharmaciens, les physiothérapeutes et autres. Oui. C'est une importante question. Et il y a peut-être un paradoxe dans ma présentation parce que j'ai dit plusieurs fois que pour 2017, on voulait vraiment se focaliser sur les rappels compte tenu que c'est qu'on pense que l'année va être très importante. Là. On est un peu... donc, l'autre pôle du paradoxe, c'est que j'ai dit aussi qu'on valorise une conception de la première ligne qui est plus large. Donc, comment faire les deux dans un contexte où le réseau 1 a des ressources, mais ce n'est pas des ressources illimitées. Il faut contenir les possibilités d'élargissement de notre mission, de nos actions. Je peux déjà vous dire qu'un des projets qui a été soutenu dans le cadre de l'ISPLI, qui est dirigé notamment, pas seulement, mais par Jenny Agerty, moi et d'autres, porte sur le thème à l'échelle canadienne, des innovations politiques et des programmes innovants qui visent à lier les champs sociaux et sanitaires. Et probablement que cette recherche-là, qui est une recherche qui va se déployer sur 2 ans et qui s'insère dans le mouvement logique de ce qu'on fait au réseau 1, va nourrir notre réflexion sur le dossier, sur la question de l'élargissement vers d'autres acteurs qui ne sont pas des médecins. Donc, on va y aller par étapes, puis on va le faire surtout en dialogue avec les coordonnateurs, les responsables de rappel, parce que déjà, là, même pour eux, leur capacité de travail étant limitée, il ne faut pas aller trop vite. Donc, l'intention est là, on fait des pas dans ce sens-là. On a participé, par exemple, à la consultation autour des personnes qui vont accompagner le changement de l'IGMF, UMF, qui, eux, ont un mandat plus large que le monde médical. Donc, on est préoccupé par ça, mais on va y aller avec attention, pour ne pas se laisser déborder. OK. Est-ce qu'il y a des participants... En rappelant aussi que les 2 instituts ont une mission importante à cet égard, et ce qu'on fera de plus, on va le faire avec eux et en tenant compte de leurs propres priorités. Okay, super, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a des participants qui aimeraient réagir au propos de Yves, des participants qui viennent d'autres départements, d'autres facultés?
qui ont des suggestions sur comment le réseau 1 peut faire des liens avec des cliniciens, praticiens ou des membres de leur département ou faculté. S'il vous plaît, levez votre main si vous avez des suggestions. Je pense que ça répond à la question de Karim. OK, donc je vois pas d'autres mains. Oh, oui, merci, parfait, excellent. Donc là, je vois pas d'autres mains pour l'instant. Peut-être, Yves, tu peux élaborer un peu plus sur le rôle du patient partenaire puis le rôle de ces membres du réseau. Ils sont déployés de différentes manières dans le réseau. On sait que l'unité soutien Québec a une certaine capacité à soutenir les gens dans l'implication du patient partenaire. Comment est-ce que vous voyez ça se développer au cours de la prochaine année ou deux, le rôle du patient partenaire? Qu'est-ce qu'on va faire de différent qu'on ne fait pas actuellement? Oui, mais ça aussi c'est une bonne question parce que tout le monde le voit en ce moment que les 4 facultés de médecine, l'unité soutien, les instituts sur leur propre base développent des choses sur cette question-là, sur cette thématique-là. Alors d'un côté, c'est une valeur cardinale, c'est un principe qui guide toutes nos décisions, mais par ailleurs, il va falloir trouver une niche particulière à cet égard pour avoir une contribution bien ciblée. Et on a la chance d'avoir Béatrice Desbarges, qui est patient partenaire formée et qui a participé de manière très, très intensive aux formations fédérales qui ont été données par la SRAP, je me rappelle bien, et à partir desquelles il y aura tout un cycle de formation qui est déjà enclenché, là. Et donc, Béatrice travaille très fort actuellement à présenter ce qu'elle peut et doit faire découlant de ça. Et elle travaille aussi à bien articuler son travail avec ce que fait l'unité soutien et les autres facultés de médecine. J'ai moi-même des rencontres de prévues avec des acteurs qui ont ça en termes de développement. Mais certainement qu'au cours de l'année qui s'en vient, il va falloir être mieux à même de dire quelle est la contribution très spécifique du réseau 1 là-dessus. Une des contributions, je pense, typiques du réseau sur cette thématique-là, c'est probablement la mise en réseau de ces acteurs-là. Alors, on a déjà vu qu'on a 22, 23 personnes qui se reconnaissent de ce statut-là, et on peut penser que ça va augmenter avec les années. Il y a des listes qui vont se constituer, mais une liste, ce n'est pas forcément un réseau. Hein. Alors, d'être un lieu où les gens vont pouvoir échanger, c'est peut-être une condition favorable qui est tout à fait dans le cœur de mission du réseau 1. Super, merci. Là, il y a une autre question qui provient de la part de Sandra Conway. Sandra, je suis désolé si j'ai manqué votre main avant de poser ma question. Vous réagir à quelque chose qui était dit avant ou est-ce que vous voulez poser une nouvelle question? Vas-y, vous avez la parole. J'aimerais poser une question qui regroupe peut-être un peu tout ce qui a été dit. Bonjour Yves, je suis très contente d'enfin pouvoir assister à un webinaire avec vous. En tant que patiente partenaire, ce qui me préoccupe souvent comme participante du rappel de Sherbrooke, c'est mon rôle. Parce que je me dis une moyenne de 4 à 6 réunions par année où je peux donner mon opinion, et c'est le suivi de mes opinions qui me pose des fois des questionnements. Et ma grande préoccupation, puis ça je l'ai déjà manifesté lors d'une réunion, c'est je trouve ça très correct de soutenir des programmes de recherche, mais qu'est-ce que ces recherches-là vont apporter concrètement aux soins de première ligne pour les patients? Est-ce qu'on fait la recherche pour le plaisir, parce que je peux comprendre qu'il y a un grand plaisir à faire la recherche, mais en tant que patient, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça amène quelque chose de concret dans nos relations qui ne sont pas toujours simples et faciles. Mais votre commentaire envoie au difficile passage du principe à la réalité. Là. Pour l'instant, sur le principe, ça va relativement bien.
le passage à la réalité est encore à faire. Ce qu'on peut vous dire, c'est que toutes nos décisions sont prises en tenant compte, ou en tout cas, où on tient compte de cette thématique-là dans nos décisions. Est-ce que ça a de l'effet maintenant pour les patients? Je pense qu'on est au mieux au tout début de ce mouvement d'effet-là. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'autour de la table du réseau 1, il y a Béatrice Desbarges qui nous aiguillonne constamment, vraiment, un aiguillon ça de long va nous rappelle à l'ordre constamment. Et Jean Légaré fait la même chose pour l'ISPLI. Et par ailleurs, on a des membres du comité de direction qui ne sont pas patients partenaires, mais qui sont porteurs de ce dossier-là dans leur US. Alors, je n'ai pas de bonne réponse pour vous. Je pense qu'on est sur un changement de culture qui va prendre du temps. On est contraint à répéter, par répéter, par répéter. Mais ma question aussi, où je me pose souvent une question, si vous me permettez, c'est vu qu'on a des changements radicaux qui se sont présentés depuis au moins 1 an par des personnes de la part du gouvernement qui décident pour tout le monde, est-ce que vous croyez sincèrement qu'avec le temps, on va pouvoir amener les suggestions qui sont portées par ces recherches-là? Est-ce que quelqu'un va les écouter? Est-ce que quelqu'un va dire oui, c'est bien, alors on va les appliquer? Ou ça va toujours juste flotter dans l'air? Écoutez, je pense que on peut se poser des questions parfois sur est-ce que le monde politique va véritablement entendre ce qu'on fait? Ça, je ne sais pas. On peut penser qu'à court terme, c'est pas facile, mais à moyen terme, on ne sait pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est quand même la parole des patients et des usagers, là, partenaires, est quand même entendue. Là. Actuellement, entendue dans l'espace de la recherche et dans l'espace de l'innovation. Hein. Après, dans le politique, c'est autre chose. Mais je donne un exemple. Nos amis de l'unité soutien sont en train de travailler à développer une consultation spécifique pour le dossier, la question des dossiers médicaux électroniques. Puis leur point de vue va compter dans comment toute la suite va se dérouler. Est-ce que ça va faire des miracles? Pas à court terme. Okay. On est contraint de travailler dans ce sens-là. C'est notre devoir moral, je peux dire, que de faire ce qu'il faut pour réfléchir les décisions. Donc, si je comprends bien, si on n'était pas là, il n'y aurait vraiment pas d'espoir. Donc, c'est important d'être là, même si le concret ne se présente pas du jour au lendemain. Oui. Puis, ce qu'on fait, hein, l'innovation, la recherche, le transfert de connaissances, c'est du temps long. Hein? Mm-hmm. Oui, puis les patients, on n'est pas portés de patients. Merci. D'où l'image de l'aiguillon pour Béatrice Desbarges. Vous-même, vous le faites de votre manière lors des conférences, etc. Donc, ce travail-là, il commence à percer un peu, sans jeu de mots. Merci beaucoup. Merci pour cette question, Mme Conway. Là, je vois 2 mains qui sont ouvertes. Donc, c'est Alexandre Grégoire qui attend depuis un certain temps. Donc, il nous reste à peu près 3 minutes pour des échanges. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions, puis on va essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, Sabrina, Alexandre, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Bonjour, Monsieur Couturier, Monsieur Ménard. Donc, Alexandre Grégoire, je suis coordonnateur de la stratégie de partenariat patient avec les patients publics de l'unité soutien. J'ai discuté avec Shandy Miller et Béatrice Desbarges justement avant Noël concernant les rappels, donc faire un arrimage avec les rappels et les co-responsables dans les RUIS de l'unité. Je me demandais si vous aviez une vision par rapport à ça, justement, l'arrimage, et aussi, en fait, c'est une question et un commentaire du sens que je trouverais justement extrêmement... je vais dans votre sens, dans le sens qu'il faut absolument un arrimage entre les rappels et les co-responsables, je pense, dans les RUIS, parce qu'il y a des belles initiatives
qui sont faites partout à travers le Québec, donc ce serait plate de dédoubler justement le travail. Je me demandais si vous aviez une vision justement par rapport à cet arrimage-là, comment nous pourrions faire ça, donc c'est ça, un peu ma question. Alors, je pense qu'il est trop tôt, en tout cas pour moi, pour avoir une vision forte et claire et bouclée. Là. Pas de redondance, ça c'est clair pour moi. Et une contribution plus spécialisée de la part du réseau 1, ça pour moi c'est clair aussi. Autre élément de réponse, il faut savoir, il faut que je le souligne à grands traits, nous on n'est pas en autorité par rapport au rappel, on est tous des partenaires. Et je pense que le troisième élément de vision, c'est que je pense que 2017 devra nous permettre de co-élaborer une vision ensemble. Donc, on ne pourra pas l'imposer, on ne pourra pas la cadrer a priori. C'est à co-construire. Parfait. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis en tout cas, c'est tout simplement aussi pour dire et commenter que l'unité est là pour soutenir, puis on co-construira ça ensemble. Et bien sûr, on le sait bien. Puis, je dois dire aussi que la formation fédérale qui est arrivée en décembre dernier ou en novembre dernier, elle va avoir de l'effet dans les prochaines semaines, prochains mois. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. On a une dernière question, un dernier commentaire très rapide. Monsieur Gaudreau, vous avez le micro. Non? OK. Mais si André prend la parole, c'est correct. Sinon, je vais passer au dernière diapo parce qu'il nous reste juste quelques minutes avant la fin. Donc, merci encore une fois, Yves, pour cette excellente présentation, puis aussi cet échange après. C'était fort intéressant puis fort stimulant. C'est intéressant, c'est toujours intéressant quand il y a des questions qui se posent après, puis il y a des échanges, ça rend les choses un peu plus dynamiques. Notre prochain webinaire va avoir lieu le 17 février. À midi, comme d'habitude. Puis c'est Lynn Guenette, qui est professeure dans la faculté de pharmacie à Laval, qui va présenter sur le rôle puis le travail des pharmaciens au sein des GMF. Donc, ne manquez pas ça. La prochaine journée scientifique du réseau 1 aura lieu le 16 juin à l'Université McGill. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, des informations par rapport à ça bientôt dans vos courriels. Tous nos webinaires sont accrédités, donc si ça vous concerne, s'il vous plaît, contactez Daniel Shermer, puis elle va vous arranger pour avoir vos crédits de recherche. Puis, si vous n'êtes pas membre, ben, je vous souhaite de devenir membre cette année pour qu'on soit capable d'accroître notre membership, puis de rendre les activités du réseau à plus de personnes au cours de l'année. Donc, merci encore une fois. Je vais voir s'il y a d'autres mondes qui veulent poser un commentaire. Non, excellent. Donc, ça met fin à notre webinaire aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'être avec nous. Puis, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2017. Merci et bye-bye.